Le président de la République poursuit sa visite en Mauritanie. Ibeka se trouve en ce moment à Nouadhibou, à l'intérieur du pays. Mais avant, il avait visité plusieurs infrastructures dans la capitale Nouakchott avant de rencontrer la communauté malienne sur place. Nous sommes aujourd'hui le 11 janvier 2014. Voilà un an jour pour jour que les forces françaises intervenaient au Mali pour stopper l'avancée des djihadistes. La rédaction a consacré un dossier au sujet. Sport football CHAN 2014, première sortie, première victoire de l'équipe malienne qui vient de battre à l'instant le Nigeria par le score de 2-1. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition après une soirée de football sur l'ORTM. Je vous le disais à l'instant, au deuxième jour de sa visite d'amitié et de travail en Mauritanie, le président de la République effectue aujourd'hui une visite à l'intérieur du pays, précisément à Nouadhibou. Mais auparavant, Ibeka a visité dans la capitale mauritanienne de nombreuses infrastructures, notamment le musée national, le centre de lutte contre le cancer et le port autonome de Nouakchott. Le point avec nos envoyés spéciaux, Ibrahim Traoré, Dembawan et Brahima Koulibaly. Le Mali et la Mauritanie partagent une belle et très riche histoire. Une histoire révisitée dans ce musée par le président de la République et la forte délégation qui l'accompagne. Ici, 3 grandes salles proposent aux visiteurs un véritable voyage dans le temps, et cela du paléolithique au néolithique en passant par le Moyen-Âge jusqu'au temps moderne. Pas seulement le Mali, mais l'Afrique, le monde, l'histoire humaine, c'est ce qui est là. Et ça montre tout à fait la vérité des thèses de notre aîné Cheikh Anta Diop, l'antériorité culturelle du monde nègre. Et nous ne voudrions pas faire d'un nationalisme outrancier, mais ces témoignages archéologiques sont parlants, éclatants. Et également, à travers ce que nous avons vu aujourd'hui, éclate le génie des peuples qui ont vécu sur cette terre, dont nous sommes les héritiers. Puissions-nous ne jamais l'oublier. Et il est bon que les jeunes visitent souvent ce musée pour n'avoir aucun complexe dans le monde des hommes. Car quand on sait d'où l'on vient, on est un homme structuré, équilibré. Et c'est ce que cette visite de musée offre. Merci beaucoup au président Abdelaziz et à tous mes frères mauritaniens de m'avoir convié à un si joli parcours. Autre lieu symbolique est visité par le président Ibeka, le centre de lutte contre le cancer. Cette structure sanitaire à dimension sous-régionale a été créée en 2010 et compte actuellement une vingtaine de spécialistes qui travaillent notamment au niveau du scanner, de la radiothérapie et dans les différents labos. Dans ce centre de prise en charge du cancer, les consultations sont gratuites. Pour que le peuple contribue à son propre progrès par le travail, il faut qu'il soit en bonne santé. Et pour qu'il soit en bonne santé, il faut des structures de santé appropriées, contemporaines. Car il est temps que nous soyons contemporains, nous, en Afrique, de notre siècle. Et ici, je pourrais même dire qu'il y a même la science-fiction, c'est même futuriste. Et ça, bravo. Voilà ce que cette visite m'inspire aujourd'hui, à l'équipe Roger Moustapha, au président Abdelaziz qui a eu la volonté politique. Vraiment beaucoup de courage et beaucoup de succès pour la Mauritanie, pas seulement pour la sous-région et pour la présence de l'Afrique, une présence de qualité dans le monde aujourd'hui. Le président de la République s'est rendu enfin au port autonome de Nouakchott. Chaque année, 20 000 tonnes de marchandises transitent ici pour le Mali. Le chiffre est jugé en deçà des attentes. C'est pourquoi le port a mis à la disposition des entrepôts maliens 12 000 mètres carrés. En plus, les travaux d'extension du réseau routier vers la frontière du Mali sont en cours. Ce qu'il y a ici est une chance pour la Mauritanie, mais également pour le Mali, surtout l'extension du port de Nouakchott, qui va avoir une capacité d'ici le mois de juin de 12 mètres de profondeur, un peu de navires de dernière génération, qui va donc accroître la capacité d'importation. Et si on y ajoute également la perspective du port de Gogui, au port sec de Gogui, nous aurons donc des facilités dans très peu de temps d'importation. Le rapprochement des équipements qui sont vitaux pour le développement. C'est là encore une fois un trait d'amitié
et de coopération bilatérale au profit des deux peuples. Ibrahim Boubacar Keïta visite d'autres projets de développement ce samedi à Nouadhibou et à Chami. Il regagne la capitale mauritanienne dans la soirée pour y rencontrer les représentants des camps de réfugiés. Voilà, au cours de cette visite, le président de la République, face à nos compatriotes vivant à Nouakchott, est revenu sur la situation sécuritaire du pays. Le chef de l'État a lancé un appel aux groupes armés à rejoindre la table des négociations avant qu'il ne soit trop tard. Nous l'écoutons au micro de nos envoyés spéciaux. Juste un mot. Avant cette date du 11 janvier, qui verra les rafales de l'armée française fendant le ciel depuis Saint-Dizier, les Mirage 2000 venant de Djamena pour venir stopper net la prétention saugrenue de ceux qui ont voulu, après en avoir subverti une partie, soumettre le Mali. Les pauvres. Les pauvres. Ce pays n'est pas de ceux que l'on soumet facilement. Ce pays n'est pas de création récente. Ce pays n'est pas le fruit d'un hasard quelconque. Ce pays a été bâti au long des siècles par le labeur d'hommes et de femmes, de foi, d'abnégation, de dignité avérée. Un tel pays ne peut disparaître aussi facilement. Cette amitié vive et ce courage politique d'un homme que nous considérons sans vanité comme un ami, ne l'ayant pas connu qu'aux affaires, François Hollande, ce courage politique, cette amitié, cette solidarité nous ont fait sortir la tête de l'eau. Et ceux qui n'étaient pas disciples, ceux qui n'étaient pas à l'ordre du jour, ceux qu'aucun d'entre nous n'osait dire, ce à quoi personne ne pouvait s'aventurer à parler, la possibilité d'enfin sortir de la transition et établir une nouvelle légitimité, une nouvelle stabilité pour que le Mali revienne comme il se doit, en dignité, avec honneur et fierté dans le concert national. Dès lors, tout fut possible. Tout fut possible. Le débat désormais concernant la fixation du possible, les élections, à quelle date, de quelle façon, l'on finit par s'accorder que le 28 juillet, vous êtes allés aux urnes. Après les avoir boudés pour la raison qu'elles ne servaient plus absolument à rien, sinon qu'à des mascarades. Qu'enfin, vous aviez en liberté retrouvé la possibilité de dire votre vouloir, de choisir ce que vous estimiez en capacité intellectuelle, morale, politique de servir la patrie. Au lendemain de la catastrophe qu'elle venait de connaître. Ce choix, grâce à chacune d'entre vous, à chacun d'entre vous, et la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce choix fut porté sur notre humble personne. Nous en avons d'emblée mesuré l'importance, la gravité, la responsabilité énorme d'être digne de votre choix, de faire en sorte que nous allions désormais vers un Mali nouveau, qui sera fait non de malice,
non de ce que je suis rappelé les combinaisons qui se passaient entre les politiciens, mais que l'on engage désormais la gestion du pays uniquement à l'aune des intérêts du seul peuple du Mali. Que cela soit fait sans aucun état d'âme, avec la conscience et la conviction d'une reddition de compte à celui qui seul, in fine, va en décider Allah subhanahu wa ta'ala. Nous reviendrons largement demain sur d'autres aspects de cette rencontre du président de la République avec les Maliens de Mauritanie, surtout son appel aux groupes armés. Ici, à Bamako, une trentaine de directeurs de publication viennent de tenir le forum périodique du groupement patronal de la presse. L'invité de ce forum était le ministre de la Défense et des anciens combattants, Soumeilou Boubei Maïga. Les différents programmes du département de la Défense ont été largement évoqués au cours du forum. Les détails, c'est avec Garibou Pérou. 3 grands sujets ont été abordés avec le ministre de la Défense et des anciens combattants. Le désarmement effectif des groupes armés à Kidal, la reconstruction de l'armée malienne et la célébration du 20 janvier. Concernant le premier sujet, Soumeili Boubei Maïga rappelle aux journalistes nationaux et internationaux les accords de Ouaga. Les règles que nous essayons de faire prévaloir, c'est de s'entendre sur le statut de combattant, à leur cantonnement en ce moment sur des sites. Et puis, troisièmement, aussitôt qu'il y a le cantonnement, de voir dans quel programme de réinsertion ou de reconversion on les met. Le chantier de la remise en norme de l'armée malienne passe par la formation, précise le ministre Maïga. C'est à travers elle que notre armée pourrait intégrer les systèmes de sécurité régionale, sous-régionale et mondiale. Dans l'armée, les gens se connaissent, quoi. C'est comme dans tous les corps. Le meilleur moyen, c'est de faire en sorte que chacun soit à sa place, quoi. Enfin, le troisième grand sujet, la célébration du 20 janvier. Le ministre de la Défense rassure qu'elle se fera dans le cadre de la solidarité internationale. Un moment utile pour le peuple malien d'apprécier l'armée malienne qui a joué un rôle déterminant dans la lutte contre l'avancée des terroristes. Nous allons commémorer le 20 janvier prochain et nous allons à cette occasion-là organiser un défilé à pied parce que l'essentiel de nos engins se trouve sur le théâtre d'opération. À la veille du 20 janvier 2014, le gouvernement procédera à la pose de la première pierre de 800 logements sociaux au profit des militaires à Sébenikoro. Un signal important dans la reconstruction de l'armée malienne, selon le ministre de la Défense. Les directeurs de publication et leurs reporters sont désormais informés sur les actions du département de la Défense. Ils ne doivent pas être pris par les pièges de la rumeur, estime le président du groupement patronal de la presse. Le 11 janvier 2013, la France libère le Mali. Le président François Hollande répond ainsi à l'appel d'un homologue désemparé par une situation inédite. Cette libération marque le début d'une nouvelle amitié entre le Mali et la France. Un an après, le peuple malien se souvient de ces instants macabres. Rappel historique, Mariam Sagara. Le 11 janvier 2013, la bataille de Konna a pris une autre couleur, une autre allure. Une autre dimension, la troisième, l'aviation française. Seul le ciel a parlé. Il venait de partout, de Bamako, de Djamena ou de la France, pour cracher des tonnes d'obus et de roquettes sur la tête des monstres djihadistes. Ce traitement n'était en aucun cas à la portée de l'armée de l'air malienne qui avait à sa position quelques aéronefs d'une autre génération. Serval, qui avait commencé les frappes avec les 2 gazelles, s'est vite rendu compte de la puissance de feu de l'ennemi avec la perte du célèbre pilote Damien Boiteux et son appareil. C'était réellement le ouf de soulagement, on peut le dire ainsi. Et nous avons perçu en ce moment qu'il y a des gens à notre côté qui vont venir nous aider par rapport au combat que nous sommes en train de mener. Un combat contre l'obscurantisme, c'est un combat du monde entier en réalité. Donc nous l'avons perçu comme tel et nous avons aussi perçu cette arrivée de Serval comme un ami qui vient nous aider à sortir de notre problème. Dans la nuit du 11 déjà, il y a des militaires de Serval qui ont déjà commencé à effectuer quelques actions au-delà de la ligne de tir. Et comme je l'ai dit hier, il y avait déjà des groupes djihadistes qui avaient quitté Konna et puis qui avançaient.
progressivement sur Sévaré. Serval est arrivé à partir du 11, la nuit, mais des actions ont commencé déjà et progressivement nous nous sommes rendus compte que ça allait être réellement difficile pour ces groupes djihadistes de progresser encore sur Sévaré. Nous en avions la persuasion que ça n'était fini pour eux. Ces hommes, les terroristes djihadistes, endoctrinés, bourrés de stupéfiants, ne reculaient devant rien. En quelques heures, l'intervention française a nettoyé la ville de Konna de ces milliers de djihadistes. Les forces françaises et les forces maliennes travaillent main dans la main. On a fait de grosses avancées et il y a encore du travail effectivement à terminer parce que ce n'est pas en un jour, comme vient de le dire le colonel-major Dacko, que ça va se résoudre. Donc nous sommes là, aux côtés de l'armée malienne et nous l'aiderons jusqu'à ce qu'on en finisse avec cette menace. Et je voudrais en profiter pour témoigner du courage des Maliens que je vois travailler tous les jours. J'ai eu l'occasion de faire 3 fois le coup de feu, comme on dit, avec l'armée malienne. Et ce sont de bons soldats. L'appel du président par intérim Dioncounda Traoré, chef suprême des armées, a permis d'offrir encore le terrain à nos vaillants soldats de retrouver le chemin du nord du pays. Je vous demande d'arrêter définitivement ces affrontements répétés au sein de l'armée malienne qui doit tout faire pour se ressaisir et se hisser à hauteur de mission. J'ose espérer que chacun a pris conscience de la gravité de ce qui s'est passé pour ne pas compromettre davantage l'union sacrée, indispensable pour relever les défis qui sont les nôtres en ces moments difficiles. Ce nettoyage de 48 heures a demandé plus d'une centaine de sorties de l'aviation française. Le Mali bien debout. Le 11 janvier, désormais un symbole au Mali. C'est cette date qu'a choisi le réseau Paix et Sécurité des femmes de l'espace CEDEAO au Mali pour lancer les activités du don du président François Hollande aux femmes du Mali. Compte rendu, Cheikh Oumar Sangaré. 11 janvier 2013, 11 janvier 2014. Cela fait 1 an que la France est engagée dans la guerre contre les terroristes au Mali. Cette intervention salutaire a valu au président François Hollande le prix Félix Houphouët-Boigny pour la paix en juin dernier au siège de l'UNESCO. Un prix dont la moitié a été gracieusement offerte par Hollande aux femmes de notre pays pour soutenir leur action en faveur de la paix. Le réseau Paix et Sécurité des femmes de l'espace CEDEAO, qui a reçu le don, entend l'utiliser au bénéfice des femmes des régions les plus touchées par la crise. Les activités vont à l'endroit des femmes des régions les plus affectées, c'est-à-dire les régions du Nord, Gao, Tombouctou, Kidal, plus la région de Mopti, qui fait le tampon entre le Nord et le Sud. Donc nous allons vers ces femmes-là, prendre leurs préoccupations, comprendre ce dont elles ont besoin et puis aller vers elles par rapport à ça. Il a voulu le dédier à son action en faveur du Mali et donc remettre cette somme à 2 associations, une association malienne et une association française. L'association française s'occupe des familles des soldats, notamment les soldats blessés ou tués, et l'association malienne et cette association, le réseau Paix et Sécurité des femmes dans l'espace de la CEDEAO, qui mène une excellente action dans son domaine d'activité et qui s'occupe des femmes et des enfants pour la paix. Cet appui à l'endroit des femmes vient rallonger la liste des aides de la France dans notre pays pour accompagner l'opération Serval. Le 11 janvier, la contribution des écrivains Tombouctou 2012, la ville sainte dans les ténèbres du djihadiste, c'est le titre du livre que Oudaï Ag Mohamed met à la disposition des lecteurs. L'ouvrage a été lancé ce samedi à l'occasion du premier anniversaire de l'opération Serval au Mali, qui a mis un terme à l'avancée des forces du mal. Il fait la genèse de la crise survenue dans le nord de notre pays et les exactions subies par la population de Tombouctou pendant l'occupation djihadiste. Nouhoum Sissoko. Ce livre de 200 pages environ fait une restitution de la barbarie d'une autre époque exercée sur la population de Tombouctou sous l'occupation djihadiste. Tombouctou 2012, la ville sainte dans les ténèbres du djihadisme, retrace également les causes qui ont entraîné la crise dans le septentrion de notre pays. L'auteur du livre est un quinquagénaire natif de la cité des 333 saints. J'ai eu l'occasion d'être à Tombouctou pendant les 3 premiers mois de l'occupation. Donc j'ai vécu jour par jour, heure par heure, mois par mois,
la tragédie avec mes frères de Tombouctou. J'ai vu comment ils étaient humiliés et une humiliation à la lisière de l'agonie. C'est surtout cela qui m'a poussé à écrire, à témoigner, parce que celui qui ne témoigne pas est, dit-on, un complice. Et je ne veux pas être un complice d'une tragédie. D'ores et déjà, un millier d'exemplaires de ce livre se trouvent dans certaines librairies de la place. La maison d'édition La Ruche à livres apprécie. Cet ouvrage nous a beaucoup impressionnés depuis l'étape du manuscrit. Ce livre éclaire sur beaucoup de points. D'abord sur la ville, ensuite sur les différentes étapes de son occupation, sur les aspects d'agression et de destruction qui ont été opérés par les djihadistes et sur la façon dont la ville a été libérée et qui se relève aujourd'hui de ses cendres dans des conditions extrêmement dramatiques. De nombreux témoignages et contributions ont magnifié la culture tamashek, faite de tolérance et d'acceptation de l'autre. Le ministre des Affaires religieuses et du culte, dans le cadre du lancement des activités du Mawlud 2014, a l'honneur d'informer la communauté musulmane de la tenue d'une séance de lecture du Coran et de prière à la grande mosquée de Bamako le lundi 13 janvier 2014 à partir de 15h. La présence massive de tous est vivement attendue. Les travaux de la journée parlementaire de l'URD se sont déroulés aujourd'hui à Bamako. Au centre des débats, plusieurs questions ont été évoquées, notamment les missions, les rôles et responsabilités des députés. Reportage Youssouf Diakité. Les nouveaux députés de l'URD à l'école du Parlement, c'est une journée consacrée à expliquer aux nouveaux élus les missions, les rôles et les responsabilités qui les attendent à l'hémicycle. C'est l'occasion de nous retrouver, de prendre la mesure de nos futures responsabilités. Les nouveaux élus doivent savoir toutes les responsabilités et toutes les charges qui pèsent sur leurs épaules. L'URD entend jouer son rôle de façon normale, de façon responsable, parce que nous sommes une force importante dans ce pays. Nous l'avons montré au cours de l'élection présidentielle, les résultats des élections législatives l'attestent. Nous allons nous organiser en conséquence et l'URD fera en sorte que le Mali reste sur le droit chemin. L'URD fera en sorte d'être une sentinelle vigilante de la politique du gouvernement pour que les mesures qui seront prises, les mesures édictées et surtout les lois qui vont être votées aillent dans le sens du respect des institutions d'un côté, mais aussi aillent dans le sens du développement économique et social du Mali. Nous nous battrons pour ça. Plusieurs communications ont marqué la journée, celles surtout relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'Assemblée nationale, à l'esquisse de la configuration du nouveau Parlement et les rapports entre la direction nationale du parti et le groupe parlementaire. Chaque député doit sortir les responsabilités de sa localité pour pouvoir s'intéresser à l'ensemble de la nation. Les députés doivent contrôler l'action de l'exécutif, en particulier du gouvernement. Le député doit être aussi à la base de propositions de loi pour tout ce qui peut faire avancer le pays. Et surtout, les députés doivent être responsables et dénoncer ce qui ne va pas. Même exercice pour le parti Force Alternative pour le Renouveau et l'Émergence Phare Ankawili, qui a également organisé une journée parlementaire. Compte rendu Moïse Traoré. Les défis et enjeux du travail parlementaire sont au cœur de la journée parlementaire organisée par le parti Force Alternative pour le Renouveau et l'Émergence, Phare Ankawili. Après 28 candidatures, le parti obtient 6 élus dans les circonscriptions de Bougouni, Sikasso, Dioïla, Blatominian et Ségou. À l'occasion, les élus sont également imprégnés de l'historique et des valeurs du parti. La mission principale, c'est de contribuer au niveau de l'hémicycle, appuyer la mouvance présidentielle dans la réalisation du programme. L'ancien Premier ministre Modibo Sidibé, candidat du parti, s'est classé 4e à la dernière présidentielle. Nous avons présenté des candidats. Nous allons également présenter des candidats, si tout va bien, dans toutes les communes, et se battre effectivement pour avoir des conseillers communaux. Le parti Phare a été créé le 3 mars 2013.
titre il y a moins d'1 an. Nous, notre position elle est très claire et c'est la position que tous les Maliens souhaitent, y compris le président de la République, c'est que le Mali reste un et indivisible. Donc Kidal fait partie du Mali et nous souhaitons également effectivement, parce que nous savons qu'il ne peut jamais y avoir de développement sans sécurité. Et notre parti vraiment s'engage à ce que vraiment il y ait de la sécurité sur l'ensemble du territoire du Mali. Face aux nouveaux élus, le professeur Farouk Kamara, secrétaire général du parti, a été sans embâche. N'oubliez jamais d'où vous venez. Travaillez en âme et conscience. Ne vendez jamais vos voix. Chaque fois que vous doutez, abstenez-vous. Le cercle de réflexion et d'information pour la consolidation de la démocratie, CRI 2002, aux côtés des élus et citoyens pour une meilleure connaissance des rôles de chaque acteur dans la marche de la démocratie. Cette organisation vient d'animer une rencontre à Sikasso sur le concept de la représentation utile après les élections présidentielles et législatives. Compte rendu, Sékou Konaté. La présente rencontre qui regroupe les leaders communautaires, les responsables des associations de femmes et de jeunes, se veut un espace d'information et de formation des citoyens et des élus à leurs nouvelles fonctions et le nouveau rôle des députés élus de la nation sur le chemin du dialogue politique, de la paix, de la cohésion sociale, de la réconciliation et de la construction durable. Pour que ce vote soit utile, il faudrait que cela soit concrétisé par une représentation utile. Il serait à avoir de représentation utile sans une information, sans une sensibilisation, sans une éducation des citoyens et des électeurs à la fois, chacun dans son rôle. Les citoyens dans leur rôle de participation et les élus dans leur rôle de représentation. Cette initiative qui boucle la phase 1 de la dynamique des élections permettra de dérouler le rôle du député et le droit du citoyen à la restitution. Une démarche que les partenaires et autorités de Sikasso saluent. Je tiens à saluer cette initiative de CRI 2002 parce que vraiment c'est une unique initiative et on souhaiterait aussi qu'il y ait d'autres OS impliqués à savoir comprendre, faire comprendre les populations le rôle de celui. C'est très important. En gardant toujours un œil vigilant sur les questions de représentation, CRI 2002 entend déclencher une nouvelle dynamique de développement économique local. CRI va maintenant se projeter dans la recherche de la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels des citoyens. Le programme d'appui au processus électoral au Mali, PAPEM, accompagne cette initiative de CRI 2002. Activité politique toujours, le mouvement pour la sauvegarde des acquis démocratiques Mozad Mali a donné son point de vue sur le processus démocratique et les dernières échéances électorales au Mali. C'était au cours d'une conférence de presse animée par ses responsables. Reportage Nando Dambélé. Les défis démocratiques et les élections présidentielles et législatives de 2013, tel est le thème de cette conférence, thème qui traduit toute la volonté et l'engagement du mouvement pour la sauvegarde des acquis démocratiques. Mozad Mali a joué pleinement son rôle de garde-fou pour la démocratie malienne. Nous nous sommes interpellés. À chaque moment que nous voyons qu'il y a une tentative d'asservissement du peuple, le Mossad qui est créé depuis 2007 se lève comme une sentinelle pour barrer la route à toute tentative. Parlant des élections de 2013, le Mossad salue leur bonne tenue tout en relevant les irrégularités constatées ça et là. On vient de sortir des élections, il y a eu des constats, et nous devons nous positionner par rapport à ça. Et aujourd'hui par rapport au nouveau élan qui est là dans ce pays-là. Pour le conférencier Dramane Diarra, juriste, les défis de la démocratie malienne restent et demeurent la compréhension du concept de démocratie, l'instauration d'une véritable culture démocratique, la séparation des pouvoirs et la transparence, entre autres. Hors de nos frontières maintenant, Ariel Sharon est décédé aujourd'hui après 8 ans de coma. L'ancien Premier ministre israélien a été de tous les combats israélo-arabes et c'est là depuis 1948. Suivons son portrait. Ariel Sharon rejoindra à l'armée clandestine des Juifs de Palestine afin de se battre contre la puissance mandataire britannique. Il sera de toutes les guerres israélo-arabes depuis 1948. Mobilisé dans l'armée de réserve pendant la guerre du Kippour en octobre 1973, il a accompli son plus haut fait d'armes en franchissant le canal de Suez, une action reconnue comme celle qui changea le cours du conflit.
Ariel Sharon poursuivra ensuite une carrière politique au sein du Likoud, le grand parti de la droite nationaliste. Il deviendra ministre de la Défense en 1982 lors de l'invasion du Liban et du massacre de Chabra et Shatila. Vainqueur des élections en 2001, il deviendra Premier ministre avant d'être réélu en 2003. Cofondateur du Likoud en 1973, il claqua la porte en novembre 2005 pour créer une nouvelle formation de centre-droit, le parti Kadima. Depuis janvier 2006, il était maintenu artificiellement en vie à la demande de sa famille dans un hôpital de Tel Aviv. Retour au Mali, la caravane des jeunes leaders des Nations Unies pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement est partie ce matin de Bamako. Ces jeunes, au nombre de 70, sont composés de Burkinabés et de Maliens. La caravane, dénommée Ouagadakar, est attendue dans la capitale sénégalaise demain. Adama Koulibaly était présent au départ du convoi. Voici son reportage. Les jeunes de cette caravane doivent voyager à bord de ce car affrété par le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi de Burkina Faso. Avant le départ ce matin de la Maison des Jeunes de Bamako, c'est la joie, la symbiose entre ces jeunes des deux pays, le Mali et le Burkina Faso. Difficile de reconnaître de vue qui est malien ou burkinabé, ce qui marque le début de la mission de ces jeunes qui doivent participer au 4e sommet panafricain des jeunes leaders pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement prévu à Dakar, au Sénégal du 13 au 17 janvier. Le sommet de Dakar est placé sous le thème du chômage des jeunes dans l'agenda des OMD post-2015. À partir de 2004, les Nations Unies ont cru bon de mobiliser les jeunes pour accompagner la dynamique de la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement. 10 ans après, nous avons dit qu'il était bon qu'on se retrouve à Dakar, là où on a commencé, pour faire le point de nos engagements. La caravane sur son trajet prévoit de véhiculer des messages pour la paix et la réconciliation, mais aussi sensibiliser sur le VIH-Sida. Le voyage est organisé par le Rojalnu OMD, le réseau des organisations des jeunes leaders des Nations Unies des objectifs du millénaire pour le développement. Activité régionale en 5e région, le programme d'exécution technique et financière 2014 du programme de développement de l'irrigation dans le bassin du Bani et à Sélingué, dans la zone de Guinée, est estimé à plus de 15 milliards de francs CFA. Ce programme a été examiné et approuvé par la 4e réunion du comité technique d'orientation tenue jeudi dernier à Guinée, compte rendu Yacouba Maïga. Après une année 2013 marquée par la reprise des activités de construction des grandes infrastructures, les activités du programme de développement de l'irrigation dans le bassin du Bani et à Sélingué PDIBS seront essentiellement consacrées en 2014 dans la zone de Djenné, à la poursuite de la construction du barrage Seuil de Djenné, de l'aménagement du casier de Djenné et des voies d'accès au Seuil, entre autres. Le budget alloué à ces travaux est estimé à un peu plus de 15 milliards 678 millions de francs CFA. Il s'agira de poursuivre, donc d'achever pratiquement les aménagements hydro-agricoles concernant le casier de Djenné, qui permettront quand même si le seuil n'est pas fini, aux agriculteurs de pouvoir bénéficier d'une hydraulicité favorable. Dans l'agenda de cette 4e session du comité technique d'orientation, il a été surtout question de la revue des progrès réalisés dans l'exécution des activités et dans l'atteinte des résultats attendus du PDIBS depuis le 3e comité technique d'orientation. Du constat général, des activités ont été exécutées avec donc le plus grand succès, surtout en ce qui concerne les grands travaux, travaux de génie civil au seuil, travaux d'aménagement, travaux de mise en œuvre du plan d'action et de réinstallation des populations. En marge des travaux de ce 4e comité technique d'orientation, les membres du comité ont effectué une visite sur le terrain, histoire d'apprécier le déroulement normal des activités sur les différents chantiers dans la zone de Djenné. Monde agricole, toujours le gouvernement du Mali et le royaume du Danemark au secours des riziculteurs de la 6e région. Ces producteurs viennent de recevoir une douzaine de groupes et motopompes destinés aux stations de pompage des cercles de Tombouctou, Goundam et de Gourmararous. Des montants de plus de 170 millions de francs CFA, ces équipements permettront de booster le secteur agricole tout en améliorant le rendement. Reportage Yaya Tandina. C'est pour combattre l'insécurité alimentaire et améliorer la production rizicole que le gouvernement malien, avec l'appui de son partenaire le Royaume du Danemark, vient d'octroyer 12 groupes, dont 7 moteurs à vis d'Archimède en 6e région. Ces équipements d'une valeur de 170 millions sont destinés aux producteurs des cercles de Goundam, Gourmararous et Tombouctou.
On avait des soucis pour l'exploitation de ces plaines-là. Mais avec ce nouveau moteur, nous ne faisons que nous enchanter et remercier le gouvernement. Et nous savons que prochainement, nous allons faire de bonnes récoltes. Au nom de l'ensemble des bénéficiaires, de remercier très sincèrement tout le gouvernement du Mali à travers sa coopération internationale. Ce matériel sera utilisé à bon escient. Pour qui connaît la région de Tombouctou, le cercle de Gouna en particulier, où on a vraiment le potentiel agricole, les terres sont là, l'eau est là, les hommes sont là, il ne manquait que le matériel. Les autorités régionales ont procédé à la remise officielle de ces équipements tout en invitant les bénéficiaires à un bon usage. Le conseil qu'on peut donner aux producteurs, c'est d'abord d'en faire un très bon usage et veiller sur l'entretien et d'être à l'écoute permanente de toutes les structures d'appui conseil et d'accompagnement qui vont leur prodiguer des conseils pratiques. Ces groupes d'une capacité de 161 kW pour irriguer environ 2000 hectares dans la région de Tombouctou. Sur un tout autre plan, l'Église catholique du Mali met à la disposition des étudiants du Centre d'études et de culture pour jeunes. L'opération a coûté près de 50 millions de francs CFA. Le Centre d'études, Monseigneur Auguste Sangaré, vise à appuyer les deux départements en charge de l'éducation, mais aussi à soutenir et accompagner les élèves dans leur formation. La coupure du ruban symbolique a eu lieu ce matin à Amdalaï, compte rendu Fademba Keïta. Le Centre d'études et de culture pour jeunes, Monseigneur Luc Auguste Sangaré, compte 3 blocs bien distincts. Un hall, une bibliothèque de 44 places, une salle de conférence de plus de 100 places, une salle informatique, une cantine, des bureaux, des salles d'études et des espaces aménagés pour les étudiants inscrits. Nous enseignons les cours d'anglais jusqu'à 5 niveaux. Et nous enseignons aussi des cours de soutien pour les candidats au baccalauréat. Ça, c'est dans toutes les séries. Les matières principales de toutes les séries. Il est le fruit d'un partenariat fécond entre la Fondation Koumo de Monaco et l'archevêché de Bamako. Le centre est bien fréquenté, les élèves y viennent beaucoup, les étudiants. Et aujourd'hui, on vient d'agrandir, d'avoir de nouvelles salles. Donc ça permet d'accueillir plus d'élèves et d'étudiants pour leur formation, leur éducation. Et les subventions qui ont été accordées à cette initiative s'élèvent à 50 000 € à peu près. Le premier objectif, c'est d'améliorer donc les résultats à certains examens. Pour les autorités scolaires, ce centre, à l'instar de toutes les écoles catholiques du pays, participe à la formation académique des jeunes du Mali. Le slogan « Une nation qui lit est une nation qui gagne » est source de la qualité des ressources humaines, donc de la croissance, du travail bien fait et du développement. La cérémonie d'inauguration suivie de bénédictions du centre vise à implorer le Seigneur Jésus afin qu'il donne le courage et la force nécessaires aux 4000 étudiants chrétiens et musulmans déjà inscrits et aux autorités du centre de travailler dans la paix et la convivialité. Je vous le disais en titre, le championnat d'Afrique des Nations CHAN 2014 a donné son coup d'envoi aujourd'hui en Afrique du Sud. Justement, le pays hôte a disposé du Mozambique 3-1. Et alors, le Mali s'est imposé 2-1 face au Nigeria. Donc, le résumé de ces deux matchs avec Siragatou Sissé. Ces nations présentes ici en Afrique du Sud. Le drapeau malien flotte haut dans le ciel du stadium de Cape Town. Et pour cause, les aigles locaux du Mali gagnent 2-1 face aux Super Eagles du Nigeria. Très motivés, les hommes de Djibril Dramé démarrent ce CHAN en puissance. 18e minute, Abdoulaye Sissoko arme une frappe en pleine surface de réparation. 1-0. Ça combine bien côté aigle. 50e minute, servi par Ibrahima Sidibé, Adama Traoré coulisse le ballon au fond pour le deuxième but. Les aigles sont sur leur petit nuage. Le Nigeria de Stephen Keshi réduit néanmoins le score à la 54e minute par Fouad Salami. Score final 2-1. La victoire est toujours belle. Adama Traoré est élu homme du match. Les aigles du Mali 3 points plus 1 affronteront les Bafana Bafana d'Afrique du Sud 3 points plus 2 mercredi prochain lors de la deuxième journée du groupe A. Auparavant, en match d'ouverture, l'Afrique du Sud n'a laissé aucune chance aux voisins Mozambique dominé 3-1. Pourtant, les Mozambicains sont les premiers à se signaler par Diogo à la 11e minute. Les Sud-Africains
s'organisent et reviennent dans la partie grâce à Bernard Parker, 31 minutes sur penalty. Lompo Kekana, d'une merveille de frappe, permet à l'Afrique du Sud de prendre l'avantage à la 58e minute. Les Mozambicains sombrent au fil du temps. 82e minute, Bernard Parker marque le 3e but et s'offre un doublé. Au grand bonheur du président sud-africain Jacob Zuma. Bonne chance donc à l'équipe malienne. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, retrouvez Mohamed Touré pour l'édition de 13h. À 20h, Amara Malé Diallo. Retrouvez cette édition sur notre site www.ortm.ml. Au revoir et qu'Allah bénisse le Mali.